Entre rêves offensifs démesurés et tensions silencieuses, le FC Barcelone traverse une trêve où se mêlent ambition et malaise. Tandis que le club imagine un duo impossible entre Robert Lewandowski et Harry Kane, quitte à reléguer Ferran Torres au rang de victime collatérale, un autre dossier explose en coulisses, celui d'Andreas Christensen, excédé par les rumeurs persistantes sur sa condition physique. Deux fronts, deux atmosphères, mais un même constat, au Barça, même les plus grandes idées se heurtent aux réalités humaines. Kane Lewandowski, le rêve fou du FC Barcelone, entre héritage, modernité et victime collatérale. L'hypothèse d'une attaque composée de Robert Lewandowski et Harry Kane a d'abord ressemblé à une rumeur extravagante, presque incompatible avec le football actuel. Pourtant, elle s'impose désormais comme un scénario étudié avec sérieux par les dirigeants du FC Barcelone, illustrant le mélange de précipitation, d'ambition et d'incertitude qui entoure chaque mercato catalan. À l'intersection de ce rêve offensif, trois joueurs voient leur destin s'entrelacer: Lewandowski, le vétéran dont la situation contractuelle semblait annoncer un départ, Kane, le rêve offensif ultime, et Ferran Torres, déjà perçu comme le grand perdant avant même que le marché n'ouvre officiellement. Le projet n'est pas seulement sportif, il révèle la manière dont Barcelone envisage son futur, entre continuité et remodelage brutal. Depuis plusieurs mois, l'histoire de Robert Lewandowski semblait s'approcher de sa ligne finale à Barcelone. À 37 ans, avec un contrat arrivant à son terme, le buteur polonais paraissait s'inscrire dans un cycle de sorties, discussions en Italie, rumeurs insistantes du côté de l'AC Milan, et narration médiatique orientée vers une transition préparée. Pourtant, le Barça rebat les cartes. Découvrir que la direction sportive travaille finalement sur une prolongation de son contrat signe un changement de philosophie. En réalité, le club mesure ce que Lewandowski apporte: une fiabilité statistique rare, un cadre mental pour les jeunes, et une présence constante dans les matchs où la créativité s'éteint. Lewandowski n'est plus seulement un attaquant, il est un repère dans un groupe construit sur la précarité sportive, les blessures et l'instabilité tactique. Sa valeur dépasse les chiffres, elle est structurelle. Pendant que Lewandowski se voit finalement replacé au cœur du projet, Harry Kane est devenu l'objet d'un désir presque obsessionnel. Le profil de Kane séduit parce qu'il coche toutes les cases modernes d'un attaquant total: finition clinique, capacité à décrocher pour organiser, intelligence dans les zones intermédiaires, maturité collective. Si Barcelone cherche un avant-centre capable d'être à la fois un buteur et un premier constructeur, Kane est l'option idéale. Mais ce choix crée un paradoxe. Kane et Lewandowski évoluent au même poste, avec un registre similaire basé sur la technique, la présence, le placement et un rôle axial très fort. Leur association apparaît donc naturellement contre-intuitive. Pourtant, Joan Laporta rêve d'une cohabitation entre les deux. L'idée repose sur une complémentarité possible où Kane servirait davantage d'organisateur bas, tandis que Lewandowski resterait comme finisseur pur, ancré dans la surface. Cette vision rompt avec les tendances modernes mais rappelle de vieux duos de numéro 9 axiaux, un football où l'impact physique et la précision dans les 30 derniers mètres structuraient l'ensemble du dispositif offensif. Ce pari comporte néanmoins des risques concrets. En combinant deux joueurs aussi centraux, Barcelone pourrait perdre sa capacité de largeur, de transition et de vitesse. L'équipe deviendrait lourdement axiale, dépendante d'un jeu placé lent et potentiellement prévisible face aux blocs regroupés. Cependant, la direction semble prête à assumer ce danger, séduite par ce que Kane représente psychologiquement et sportivement: un symbole de domination offensive, une figure de leadership, un joueur capable de transformer une attaque en système à lui seul. L'arrivée potentielle de Kane ne remettrait donc pas Lewandowski en cause, elle créerait un duo, pas un remplacement. Mais au milieu de cette recomposition rêvée, une certitude émerge: Ferran Torres sera le premier sacrifié. Depuis des mois, le joueur évoluait à la frontière entre titulaire et remplaçant, parfois repositionné en faux neuf pour pallier les absences ou les déséquilibres offensifs. Son rôle central, déjà fragile, s'effondre complètement dans un scénario où Kane et Lewandowski coexistent. Il n'y a plus d'espace pour lui dans l'axe, son poste préféré, ni dans la hiérarchie offensive. Et même sur les ailes, où il pourrait espérer se réinventer, le club ne semble plus le considérer comme un acteur prioritaire. Les jeunes pousses et les recrues potentielles ont pris une avance décisive dans les plans sportifs. Torres devient donc mécaniquement une variable d'ajustement, un joueur qui permet de libérer masse salariale, d'équilibrer les comptes et de financer indirectement l'arrivée d'un attaquant de classe mondiale. Pour Ferran Torres, rien n'indique qu'un renversement de situation soit possible. Son départ apparaît presque comme une conséquence logique, mathématique, de ce rêve Kane-Lewandowski. Sa situation cristallise les ambitions contradictoires du Barça: vouloir à la fois conserver Lewandowski, recruter Kane, et maintenir une structure financière viable.
la réalité impose un choix, et Torres en est la victime la plus évidente. Le club ne s'en cache même plus, si un duo mythique doit voir le jour, il faudra que quelqu'un s'efface. En définitive, ce dossier révèle les paradoxes du FC Barcelone. Pour continuer de rêver en grand, le club doit accepter d'avancer sur une ligne fragile, entre logique sportive et pari émotionnel. Garder Lewandowski malgré son âge avancé, attirer Harry Kane malgré son coût colossal, et sacrifier Ferran Torres au passage, voilà la direction actuelle. Ce projet raconte l'ambition de redevenir une attaque dominante en Liga et en Europe, tout en assumant les bouleversements humains nécessaires à cette transformation. Et si ce rêve se réalise, il redéfinira le futur offensif catalan autour de 3 trajectoires qui, pour un temps, auront résumé les contradictions du Barça moderne. Andreas Christensen, entre frustration, malentendu et vérité physique, le coup de gueule d'un pilier silencieux. Le retour d'Andreas Christensen lors de la victoire du FC Barcelone face au Celta Vigo a marqué un moment charnière dans la saison du défenseur danois. 4 minutes seulement, en apparence anodines, mais qui ont suffi pour remettre en lumière une situation qui accumulait tension, incompréhension et rumeurs depuis des semaines. Convoqué immédiatement après avec sa sélection nationale, Christensen a profité de la scène médiatique danoise pour pousser un véritable coup de gueule, une prise de parole rare chez un joueur habituellement discret, presque effacé, mais dont la frustration semblait trop profonde pour rester silencieuse. Cette déclaration publique n'est pas simplement une réaction aux critiques, elle est la conséquence d'une accumulation d'interprétations erronées autour de sa condition physique, d'un récit médiatique qui a pris trop d'ampleur, et d'un besoin clair pour le défenseur de reprendre le contrôle sur sa propre histoire sportive. Depuis son arrivée en Catalogne en 2022, Andreas Christensen s'est imposé comme une pièce fondamentale du dispositif tactique barcelonais. Son intelligence défensive, sa capacité à anticiper, son calme dans les duels et sa polyvalence ont fait de lui un élément fiable, parfois même indispensable. Le fait qu'il ait été utilisé non seulement en défense centrale, mais aussi au milieu de terrain, témoigne de l'importance accordée à son profil dans la rotation catalane. Et pourtant, malgré cette valeur sportive reconnue, la perception extérieure n'a cessé de fluctuer, au point que chaque petite absence, chaque séance d'entraînement écourtée, chaque match manqué devenait matière à spéculation. Cette saison, plusieurs blessures isolées ou simples indispositions ont suffi à installer un climat de suspicion sur sa condition physique, comme si le joueur était devenu à lui seul le symbole des fragilités physiques du groupe. Face à cette accumulation, Christensen a fini par sortir de sa réserve. Sa prise de parole auprès de TV2 Sport a été directe, ferme, et presque surprenante venant d'un joueur au tempérament calme. Il a rappelé qu'avant la saison précédente, personne ne contestait sa solidité physique, aucune polémique n'entourait ses performances ni sa disponibilité. C'est seulement depuis un an que les interrogations se multiplient, comme si son corps était devenu un casse-tête incompréhensible. Et c'est précisément ce glissement narratif qui l'irrite. Car les chiffres qu'il avance sont clairs, il n'a raté que 4 matchs en raison d'une gastro-entérite, un problème ponctuel, totalement indépendant des blessures musculaires imaginées par l'opinion publique. Autrement dit, son absence prolongée, selon lui, n'a jamais été liée à une fragilité profonde ou à une rechute chronique. Son coup de gueule vise donc directement ce décalage entre la réalité médicale et la perception médiatique, entre ce qu'il ressent physiquement et ce que les commentateurs projettent sur lui. Le retour à la compétition contre le Celta Vigo n'a fait qu'alimenter le feu des interrogations. 4 minutes de jeu, certes symboliques, mais interprétées comme une mise à l'épreuve prudente, presque comme si son corps était devenu un chantier permanent. D'autant plus que quelques jours auparavant, Andreas Christensen avait quitté prématurément une séance collective. Immédiatement, les conclusions ont fusé, gêne musculaire, rechute, malaise au mollet. En réalité, comme l'a révélé la presse catalane, tout était programmé. Le défenseur suit un plan physique spécifique, élaboré pour optimiser ses performances et éviter la surcharge, un protocole courant pour les joueurs présentant un volume de matchs important ou un profil physiologique particulier. Mais dans le contexte actuel, ce simple détail méthodologique s'est transformé en rumeur, donnant l'impression d'un corps capricieux que même les médecins peinent à comprendre. Le plus troublant, dans ce dossier, est que toute cette agitation autour de son état physique survient à un moment décisif de sa carrière. Andreas Christensen arrive en fin de contrat avec Barcelone. Cette coïncidence nourrit naturellement des interprétations contradictoires. Certains y voient la raison pour laquelle le club hésite à accélérer une prolongation, d'autres pensent que la médiatisation exagérée de ses absences pourrait fragiliser sa position dans la négociation. Mais pour Christensen, l'enjeu est tout autre, il ne veut pas que son avenir se décide sur la base d'un récit faussé. Il veut que la discussion repose sur ses performances, sur ce qu'il apporte dans le jeu, sur sa polyvalence, pas sur une image d'athlète fragile qu'il ne reconnaît absolument pas.
c'est là que son coup de gueule prend tout son sens. Il ne s'agit pas seulement d'une réaction d'orgueil, mais d'une manière de rétablir la vérité à un moment où tout peut basculer pour lui. Il sait que sa valeur sportive dépend autant de ses prestations que de la confiance placée en sa disponibilité. Il sait aussi que la moindre perception négative peut influencer les décisions stratégiques du club. En reprenant la parole, il reprend aussi le contrôle sur sa narration personnelle, affirmant qu'il reste un joueur fiable, concentré et professionnel, et non une énigme médicale. Aujourd'hui, le cas Andreas Christensen combine frustration, lucidité et détermination. Il se bat contre un malentendu persistant, contre une histoire inventée qui s'écrit sans lui. Il veut mettre fin à cette idée injuste d'un joueur fragile, alors qu'il affirme traverser une saison presque parfaite sur le plan physique, hormis quelques épisodes sans lien avec des blessures musculaires. Et en reprenant le jeu, même pour quelques minutes, il montre aussi qu'il reste prêt, qu'il reste impliqué, qu'il reste essentiel. Dans un moment où son futur se dessine et où chaque détail compte, sa voix, plus forte que d'habitude, est le symbole d'un joueur qui refuse qu'on décide pour lui, qu'on l'étiquette à tort, ou qu'on lui retire ce qu'il construit depuis 2 ans, la réputation d'un pilier fiable, polyvalent et indispensable. Au final, Andreas Christensen ne voulait pas simplement répondre. Il voulait remettre l'histoire à sa place. Au fond, cette trêve n'aura fait que révéler ce que le FC Barcelone tente souvent de cacher, entre rêves gigantesques et fragilités internes, le club avance sur une ligne mince. Le fantasme d'un duo Lewandowski-Kane bouscule les équilibres offensifs et menace Ferran Torres, tandis que la colère d'Andreas Christensen rappelle que derrière chaque rumeur, il y a un joueur qui lutte pour exister. Rien n'est encore décidé, tout reste à écrire, mais une chose est sûre, les prochaines semaines diront si le Barça construit un avenir solide, ou s'il continue de naviguer dans l'incertitude.